Bonjour, Grégory Leroy, bienvenue au nom du groupement conseil et du groupement management et ressources humaines pour la conférence qui vont être animées par Pascal Baumgarten et Raymond Bassoulet. Cette conférence est née d'une histoire, une histoire de conviction, une histoire de valeur et une histoire d'action. Il y a quelques mois, avec Pascal, qui co-préside le groupement conseil avec moi, petit déjeuner de travail, et il connaît mon appétence et ma passion pour comprendre comment des personnes peuvent avoir des résultats exceptionnels. Il me dit, une étude récente évoque ce thème qui a été faite par McKinsey et par Egon Zehnder, et notamment la dernière partie sur les spiky leaders qui va être abordée par nos camarades. C'est une histoire de valeur. Valeur étant excellence, qui est pour moi une alliance de points forts et de points faibles. Une histoire de conviction qui est que certaines personnes peuvent véritablement faire la différence dans l'entreprise, faire une différence, et qu'il y a notamment une différence entre les très bons et les excellents, et que cette différence, elle doit être au bénéfice du plus grand nombre de l'entreprise et de son écosystème. Et également une histoire d'action, puisque cette étude permet de prendre de changer un certain angle de vue et de prendre des actions particulièrement poussées auprès des personnes qui sont hors normes, à potentiel et tout le reste de l'entreprise. Donc je passe le relais à Raymond Bassoulet, qui est le directeur général d'Egon Zehnder pour la France, et Pascal Baumgarten, qui est directeur associé au sein de McKinsey. Merci Grégory. Je voulais, pour faire la transition, juste reprendre la couverture d'Hommes et Challenge, Hommes et Commerce, pardon. On parlait de Challenge tout à l'heure, Hommes et Commerce. Juste sur, finalement, le grand titre de cet article qui était « Le talent l'emporte sur tout ». Et j'y ai repensé en arrivant tout à l'heure. Je me suis dit, c'est au cœur de notre réflexion commune et au cœur de l'étude qu'on a pu mener ici que de se dire, est-ce que le talent l'emporte vraiment sur tout et comment est-ce qu'on peut factualiser finalement l'impact que peut avoir le talent. Et je pense que c'est l'origine en fait de notre démarche commune, était de se dire, en venant d'angles différents, venant d'univers différents, nos deux cabinets se posaient cette question. Derrière tout entre guillemets, le bon sens qu'on peut mettre derrière la promotion des talents, est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir une vision objective de l'impact que les talents ont sur la performance d'une entreprise? Et c'est une question compliquée parce qu'on ça pose énormément de dimensions sur les talents justement. Qu'est-ce que les talents? Comment est-ce qu'on les évalue? Sur quelle dimension? C'est pas monodimensionnel. Mais sur la performance de l'entreprise aussi, il y a beaucoup de façons de regarder la performance. Est-ce qu'on la regarde à court terme, à long terme? Il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder. Et quand on a creusé justement au début de notre réflexion, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà écrit dessus, réfléchi dessus, mais qu'on n'était pas complètement satisfait par la dimension analytique et finalement factuelle des études qui avaient été menées. Alors juste pour illustrer, donc encore une fois, je ne rentre pas dans les avantages, inconvénients des différentes démarches, des différentes études, mais on trouvait que dans la plupart des cas, il y avait des limites sur le périmètre des gens étudiés, des limites sur la factualisation versus du ressenti, et qu'on manquait donc toujours un peu d'une vraie étude objective et quantitative sur cette corrélation, cette connexion, ce lien entre les talents d'un côté, la performance de l'entreprise de l'autre. En fait, c'est une collaboration entre deux cabinets parce qu'aucun de nous deux n'aurait pu mener tout seul cette réflexion. McKinsey a porté surtout le regard sur la côté performance de l'entreprise, mais finalement, quel regard peut-on apporter sur les talents? On n'avait pas la matrice de réflexion là-dessus. Et c'est justement tout l'apport d'Egon Zehnder d'avoir apporté cet angle complémentaire et d'amener finalement les deux regards qu'on a croisés. Alors j'utilise le terme de croiser, il s'agit vraiment de croiser des regards et en l'occurrence des bases de données. Tout cela est un travail très finalement quantitatif. On va vous montrer un certain nombre de chiffres. Après, on peut avoir des discussions plus qualitatives sur les implications, mais on va partir des chiffres parce que c'est à l'origine de ce travail un croisement de deux bases de données, de deux outils d'analyse des entreprises. Donc, sur la droite de la page, c'est la base de données
McKinsey, on avait construit en amont, pas lié à cet exercice, mais en amont, une base de données d'analyse de la croissance des entreprises qu'on appelait Granularity of Growth. Je reviendrai tout à l'heure sur l'utilité d'origine de cette base de données et pourquoi on avait construit ça, mais qui nous permettait d'analyser sur de longues périodes la performance d'entreprises de nombreux secteurs, de nombreuses géographies sur les dimensions de la croissance et sur les sources de cette croissance. Donc là, c'était une des deux bases qu'on a croisée avec la deuxième base, cette fois-ci côté Egon Zehnder. Le talent est bien évidemment au centre des préoccupations d'Egon Zehnder. Vous pouvez nous connaître sur notre activité de recrutement de cadres dirigeants, mais nous sommes souvent appelés pour des problématiques de gestion des talents au sein des compagnies. De plus en plus d'ailleurs, cela est utilisé dans le cadre de benchmark, dans le cadre de promotion ou de nomination de dirigeants, voir si le vivier externe peut se comparer au vivier interne. Et donc, notre référentiel de compétences chez Egon Zehnder comprend 3 dimensions qui sont soulignées sur ce graphique. Ce qu'on appelle le thought leadership, le business leadership et people and organization leadership, qui à chaque fois s'appuie sur 3 ou 2 compétences, on le verra ensuite, pour au total représenter 8 compétences de leadership. Ce que nous souhaitons à chaque fois, c'est essayer de pouvoir appréhender ces dimensions, qui ont bien évidemment toujours une donnée qu'on pourra qualifier de subjective. On essaie d'y apporter un caractère objectif. Loin de nous l'idée de vouloir dire que tout se rationalise et que tout se met en équation, mais en tout cas l'exercice était intéressant de pouvoir croiser des données sur les individus et des données sur les sociétés. Et comme vient de vous l'indiquer Pascal, eh bien, aucune de nos 2 sociétés individuellement était en mesure de conduire cette étude. C'est le croisement sur 2 bases de données qui, bien évidemment, étaient totalement disjointes et n'avaient pas du tout la même finalité. Et donc, grâce à la puissance analytique eh bien, de nos amis de McKinsey, on a pu leur fournir un certain nombre d'éléments individuels sur la question des talents. Donc là, c'est un peu le référentiel plus détaillé de notre approche des talents que nous utilisons à la fois lorsque nous recrutons des candidats externes ou lorsque nous intervenons en interne chez nos clients. Donc, comme je vous l'indiquais, il y a 3 dimensions importantes. Le thought leadership, qui repose sur les problématiques de stratégie et de connaissance marché. Vous avez le business leadership, qui est l'orientation résultat et l'impact client. Et people and organization leadership, qui est sur la collaboration, la capacité de développer les organisations, le team leadership et le change leadership. Il peut y avoir d'autres référentiels, c'est celui que nous utilisons depuis de nombreuses années, et nous sommes partisans, en tout cas, d'avoir la possibilité d'un référentiel relativement simple. Il y a eu sur le marché des référentiels où vous pouviez avoir jusqu'à 64 données. Ça devient tout à fait impossible. Je crois que le souci que nous avons, c'est aussi de simplifier cette problématique et d'aller vers les éléments les plus importants. Sur la droite, eh bien, ce que nous essayons de faire à chaque fois vis-à-vis de ces managers, c'est de comprendre à travers leurs réalisations et comment ils ont obtenu ces réalisations dans différents environnements culturels, de savoir comment on peut, eh bien oui, le quantifier. Donc on passe dans quelque chose qui se veut un petit peu plus objectif, et sans rentrer dans le détail de la méthodologie, chez Egon Zehnder, nous avons 7 niveaux, de 1 à 7. Pour faire simple, 1 à 2, nous sommes dans quelque chose de réactif. On fait ce qu'on nous demande de faire. On n'est donc pas un dirigeant, on est un exécutant. Puis on va vers quelque chose qui peut être de plus en plus proactif, en passant par des niveaux intermédiaires tout à fait solides, pour aller vers quelque chose de très proactif, qui correspond à chaque fois à un type de résultat, à un type de comportement dans l'entreprise. Et c'est donc à travers ce référentiel-là que nous sommes en mesure de pouvoir nourrir notre base de données au plan international, puisque, point important, cette étude n'a pas de tropisme géographique particulier, elle a été menée au plan international. On a donc un élément de réponse fort à la première question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut préciser ce qu'on entend par talent, comment on note les talents, comment on les analyse, comment on les structure? Reste la deuxième question, et face à ça, qu'est-ce qu'on prend comme référence pour parler de la performance de l'entreprise? Un axe plus simple, finalement, aurait été de prendre, par exemple, de prendre les sociétés cotées, de prendre leur cours de bourse. Il y a énormément de dimensions qui peuvent rentrer en ligne de compte. On a souhaité prendre un autre axe, démontrant vraiment la capacité d'une entreprise à surperformer son secteur. Et on a regardé finalement la croissance. Alors pourquoi la croissance ?
pourquoi la croissance? Plusieurs éléments intéressants là, sur la réflexion qu'on avait menée de notre côté sur la croissance et l'impact que la croissance. Le premier point, grow or go, c'est vraiment que sur le long terme, être capable de croître plus vite que son marché de référence est un facteur clé de création de valeur, un facteur clé même de survie pour les entreprises. Une entreprise qui structurellement croît moins vite, soit risque d'avoir des difficultés financières ou éventuellement au mieux de se faire racheter à un moment par quelqu'un qui est plus dynamique, qui porte mieux le flambeau de l'innovation et du développement. Encore une fois, je parle sur la durée, je ne parle pas sur 1, sur 2 années, mais structurellement sur 10, 15, 20 ans, sur des cycles longs. Donc il y a une vraie question de pérennité de l'entreprise par la dimension croissance. La deuxième dimension, c'est que, je parlais de croître plus ou moins bien que son secteur, c'est qu'on peut comparer la croissance et avoir une vision assez factuelle, finalement, dans un secteur donné, de la performance relative d'une entreprise par rapport à ses concurrents, et donc de voir lesquels ont su, on l'espère par la mobilisation des talents, c'est ce qu'on vérifiera après, parvenir à des meilleures performances de croissance. Et là, encore une fois, plus lié au management que ne peut l'être le cours de bourse, qui est souvent potentiellement lié à beaucoup d'autres dimensions. Ce qu'on trouve intéressant aussi, c'est le point 3 et le point 4, c'est qu'il est possible de décomposer la croissance, de regarder au sein de la croissance les façons de croître. Il y a plusieurs façons de croître, plusieurs modèles de croissance, et que quand on a une analyse suffisamment granulaire de l'historique d'une entreprise, on peut recomposer ex post ce qui a été la source de croissance. Alors, 2 petites illustrations sur les points que je viens de mentionner. Sur le premier, sur l'importance de la croissance pour la création de valeur et la survie, vous avez, surtout je vais insister sur la gauche de la page, vous avez le taux de survie, entre guillemets, d'entreprises dans la durée, lorsqu'elles ont cru plus vite que leur marché, lorsqu'elles ont cru moins vite. Et donc, il y a une très forte probabilité de survie, que l'entreprise, entre guillemets, soit encore là à la fin d'une période longue, lorsqu'elle a su croître plus vite que son marché, lorsqu'elle a cru moins vite que son marché. Sur le périmètre de référence qu'on a pris là, on en était à moins de 2/3 qui étaient encore là à la fin de la période. On était sur des périodes longues et on avait pris sur une grosse dizaine d'années à l'époque. C'est une étude qu'on a refaite plusieurs fois avec à peu près les mêmes résultats. Ça ne veut pas dire qu'elle a fait faillite, mais il y a eu un moment une recomposition du marché et elle a été cible d'acquisition ou autre. Donc là, ça c'est la première dimension, c'est le côté, l'importance de la croissance. Surtout ce que j'ai dit concernant l'analyse de la croissance, on a tendance à la décomposer, comme je le disais tout à l'heure, il y a moyen de voir plusieurs modes de croissance. Il y a une partie très importante quand on analyse de façon très granulaire, qui est la capacité à positionner l'entreprise sur les bons segments. Et donc là, c'est une dimension de croissance qui est le mouvement de portefeuille, ce qu'on a appelé le mouvement de portefeuille, qui est, plutôt que de gagner de la part de marché au sein de ces segments, c'est surtout déjà d'investir sur les endroits qui sont porteurs, qui est beaucoup plus marquant que le gain de part de marché, j'ai envie de dire la bataille front contre front au sein d'un segment donné. Déjà là, avant même de voir les résultats du rapprochement, on voit l'importance quand même d'une vision managériale et d'un positionnement managérial. On n'est pas juste dans l'exécution au jour le jour, je gagne le contrat contre mon concurrent, c'est aussi qu'en amont, j'ai su me positionner sur des segments qui sont le plus porteurs possible. Le segment étant une combinaison de marché, d'activité, mais de géographie, de type de client, etc. Tout cela se fait à un niveau très granulaire. Il y a ensuite quelque chose qui est le point en plus, c'est évidemment la partie M&A, la partie fusion-acquisition, et la capacité à faire de la croissance rentable par les bonnes acquisitions. Donc là, c'est notre façon de décomposer. Et là, encore une fois, c'est une base de données qu'on avait construite avant en fait l'analyse en question, parce qu'elle nous sert, là, plus dans des discussions avec les entreprises sur leur stratégie de croissance, à discuter avec elles de justement qu'est-ce qu'elles voient comme étant leur façon de croître, quel est leur modèle de croissance, est-ce qu'ils ont une bonne façon d'identifier et d'analyser les fameux segments porteurs, et sinon, justement, comment de mettre en place les systèmes, les outils et les talents, on va y venir, pour aller chercher ces bons segments. Donc cette base de données, encore une fois, elle était là avant, elle était préexistante, et après, on a décidé de croiser les deux. Donc, sur ce graphe, c'est le croisement que vous avez entre la base de données sur les sociétés et la base de données sur les managers ou les cadres dirigeants. En bleu ciel, vous avez le résultat pour le quartile le plus bas,
des sociétés étudiées, donc celles qui ont cru le moins. Et en bleu foncé, vous avez le quart supérieur de ces sociétés. Donc, vous pouvez noter que sur chacune des compétences, les 8 compétences dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien, il y a sous-performance du top quartile. Sur d'ailleurs des dimensions qui apparaissent très nettement en ce qui concerne le market insight, en ce qui concerne le customer impact et l'orientation stratégie. On s'aperçoit que le delta est réel aussi sur tout ce qui est people and organizational leadership, mais est moins important. Donc on a très clairement, à travers ces mesures, sachant que lorsque nous évaluons les talents, bien évidemment, la partie quantitative n'est qu'une partie de l'approche. Je ne voudrais pas surtout donner le message ici que l'analyse des talents se fait uniquement par des scores que vous voyez ici. Ce que l'on voulait, c'était simplement essayer de montrer l'impact que la qualité des talents peut avoir sur les résultats concrets d'une entreprise. Et donc, sur ces compétences-là, eh bien, de façon assez nette, assez évidente, sur l'ensemble des critères, il y a une vraie différenciation entre ces types de sociétés. On pourrait prendre de nombreux exemples, beaucoup sont connus. C'est incroyable de voir qu'une société telle que Apple a créé 280 milliards de dollars de création au cours des 10 ou 12 dernières années. C'est la plus grosse création de richesse qu'une société a pu faire sur la période. Eh bien, il y a une corrélation assez forte avec, bien évidemment, le retour de Steve Jobs. On est sur un point, j'ai envie de dire, quasi caricatural, du fait, je dirais, de l'impact de ce manager, de ce leader. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'exemples de cette nature qui montrent qu'à un moment donné, le drive, la capacité de développement d'une société peut être relié à un nombre relativement restreint de talents, sachant bien évidemment que les meilleurs talents ont toujours la capacité d'attirer les autres bons talents. Un John Sculley qui était chez, à un moment donné, que je ne dise pas de bêtises, il était chez Coca ou Pepsi, eh bien, était quelqu'un qui a priori avait vocation à rester indéfiniment dans cette société. Eh bien, c'était aussi l'un des talents de Steve Jobs, de savoir attirer ces gens-là, d'être capable de les emmener dans son bateau. Et donc, ça a un vrai impact, car bien évidemment, on parle de choses qui sont, une fois de plus, comme le disait eh bien, Mercedes Erra, eh bien, tout est sur la notion de talent. Et ce talent, il est assez réduit. Il faut absolument que les entreprises fassent émerger, soit de l'interne, soit de l'externe, ces meilleurs talents, pour être sûr eh bien, d'être dans ces sociétés qui croissent et qui, par conséquent, ont une pérennité. Alors, en poursuivant sur ces notions quantitatives, si on regarde le niveau de corrélation, eh bien, on s'aperçoit que, globalement, les managers ou les cadres dirigeants qui sont vraiment à droite des scores, c'est-à-dire qui sont à des niveaux 6 ou 7 sur plusieurs compétences, eh bien, leur impact est considérable sur la croissance et le niveau de corrélation qui a été calculé nous amène à 0,7. Si vous prenez, on va dire, les très bons exécutifs, dire qu'ils ont quelque impact, on va dire qu'on est un petit peu tout de même sévère sur ce point, ils ont un impact sur la croissance avec un niveau de corrélation de 0,5. Mais dès qu'on arrive à ce qu'on va appeler les average executives, il n'y a aucun impact, strictement aucun. La croissance est drivée par un nombre de personnes relativement limité, qui ont la capacité à travers leurs compétences stratégiques et notamment de connaissance de marché, de connaissance du client. Et Dieu sait si, dans les exemples que j'ai cités précédemment, eh bien, le client est mis au centre des préoccupations de ces sociétés. Si je prends toujours cet exemple évident qui est Apple, non seulement, bien évidemment, ils ont cherché à travers l'innovation à trouver des produits en rupture, mais on sait tous que Steve Jobs avait été totalement obsédé par la problématique du design. Design qui ne va pas uniquement sur la beauté de l'objet, mais regardez aujourd'hui quand vous ouvrez le packaging simplement entre Apple et d'autres concurrents, vous verrez qu'un soin absolu a été porté au moindre détail. Le client doit, à tous les stades de l'utilisation du produit, avoir ce sentiment-là. Et nous verrons ensuite que, de façon un peu surprenante dans notre esprit, cette notion d'impact client est fondamentale dans la réussite des sociétés. Alors ensuite, l'autre élément important de cette étude, c'est de dire est-ce qu'on doit être bon en tout. C'est un peu d'ailleurs souvent
la culture française d'avoir l'excellence de se dire que globalement, eh bien, on se doit d'être bon en tout, et si on n'est pas bon en tout, on va surtout relever les domaines dans lesquels nous ne sommes pas très bons. Vous savez, les Américains ont une particularité, c'est qu'ils vont toujours être positifs et relever les côtés favorables d'un enfant, d'un adolescent, d'un étudiant, voire d'un adulte. Nous, il faut qu'on soit ou qu'on excelle partout. Eh bien, l'enseignement de cette étude, c'est de montrer qu'en fait, ce qui est à mettre en avant, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon les spiky leaders. Ce sont donc des managers qui vont véritablement se démarquer sur 2 ou 3 compétences. Ne rêvons pas, l'être idéal qui serait parfait sur les 8 compétences, on l'a rarement croisé. D'ailleurs, si l'on revient toujours sur notre exemple Steve Jobs, nous ne sommes pas sûrs que sur certains éléments de gestion des people, de ses collaborateurs, c'était le meilleur exemple. Aujourd'hui, ils vont tous être en admiration devant lui parce qu'ils ont fait fortune grâce à lui, parce qu'ils ont participé à une très belle aventure, mais ce que l'est le premier vous dira qu'il était difficile de vivre à ses côtés. Donc, on a tous en tête des managers, on pourrait citer des managers ou des dirigeants français qui peuvent avoir des caractères difficiles. Je ne pense pas, par exemple, que l'un des dirigeants les plus brillants français qui dirige une maison qui n'est pas très loin d'ici et qui s'appelle LVMH se caractérise par des points exceptionnels sur l'ensemble des éléments. Il a eu une vision stratégique exceptionnelle, il a eu une connaissance client remarquable, et ce sont ces points-là qu'on lui demandait. Et sur les autres compétences, qui sont des compétences d'animation de personnes, c'est essentiel en revanche que les N-2 ou N-3 les aient. C'est là où elles sont essentielles pour avoir l'attraction en interne et permettre à cette vision de se déployer. Et clairement, une fois de plus, malheureusement, le good citizen eh bien, intervient et est nécessaire, mais n'a pas l'impact que l'on pourrait envisager dans la croissance de la société. Alors la question c'est quel spike pousser chez les gens, quel spike rechercher. Et là je reviens au point de tout à l'heure sur le fait qu'il y a différentes trajectoires de croissance, et à différentes trajectoires de croissance, différents profils finalement utiles le plus pour l'entreprise. Et là on continue dans les analyses de corrélation. On a séparé entre les entreprises qui avaient une croissance plutôt par du M&A, donc vraiment des très bons acquéreurs d'entreprises, et celles qui ont été plutôt capables de se positionner et de grandir de façon organique sur leur segment. Et on retrouve en fait des profils assez différents, avec les dimensions qui ressortent le plus assez différentes. C'est-à-dire que si on est, cette première page, là sur des gens qui pratiquent plutôt la croissance inorganique, donc ils vont aller faire les acquisitions, et je fais le lien avec la dernière discussion, la dernière illustration que prenait Raymond à l'instant, c'est on retrouve des éléments d'orientation stratégique qui sortent du lot, de compréhension de marché, des dynamiques de marché qui sortent du lot, d'orientation client, on y reviendra, d'orientation vers les résultats, et finalement une orientation très forte vers l'extérieur. L'entreprise derrière l'organisation, ces profils-là, au niveau direction générale, n'ont pas forcément des grandes différences, des grands spikes sur ces dimensions-là, mais par contre une compréhension très forte de leur marché, de là où ils vont aller, de là où il faut investir, pour, avant les autres, faire les bons choix d'investissement au bon moment, les bonnes acquisitions, pour capter les tendances avant même que les autres les aient vues venir. Donc là, on voit un profil qui est très très orienté vers l'extérieur de l'entreprise. Ce qui est assez différent du profil, le deuxième profil qu'on dessine, cette fois-ci avec des gens qui ont plutôt réussi par la gestion de leur portefeuille d'activité de façon organique. Quand on parle de portefeuille, c'est pas portefeuille j'achète, je vends, mais c'est plus j'oriente les gens à trouver le bon segment, à aller chercher la bonne clientèle, etc. Et donc on est là dans le développement organique, et on va trouver en orientation extérieure le client, mais beaucoup de choses après où ces personnes-là se différencient statistiquement de la moyenne sur des dimensions d'orientation people and organizational leadership. Donc vous allez retrouver tout ce qui est collaboration avec les équipes, le leadership des équipes, la capacité à pousser le changement, la capacité à développer les compétences autour d'eux, parce qu'il faut mobiliser les équipes autour d'eux pour aller, jour après jour, trouver le nouveau segment, le nouveau client, le nouveau marché auquel les autres dans lesquels les autres ne sont pas allés. On est moins dans la rupture que représente le gros investissement, le gros deal qui fait sortir l'entreprise vers des choses complètement différentes. On est plus la capacité jour après jour à être un cran meilleur collectivement que la concurrence. Donc on voit des profils très différents, avec quand même un point commun que tu évoquais tout à l'heure. Avant de commenter ce graphique,
on est quand même dans une situation aujourd'hui où on s'aperçoit que le business model de beaucoup d'acteurs doit changer. Et lorsque vous devez changer et d'être dans une phase de business transformation, on s'aperçoit à ce moment-là, une fois de plus, que si vous appuyez uniquement sur, j'ai envie de dire, la gestion des équipes et que vous essayez de l'avoir de façon optimale, s'il n'y a pas une vision qui permet de redéfinir complètement, voire de réinventer le modèle, eh bien, les équipes vont avoir d'énormes difficultés, quelle que soit leur capacité à travailler en équipe, quelle que soit leur capacité eh bien, à être tourné résultat, à être proche du client. S'il n'y a pas cette vision pour réinventer à un moment donné le modèle, et bien évidemment ça doit venir du haut, a priori, eh bien c'est extrêmement difficile pour ces sociétés de s'en sortir. L'étude a été faite à un moment donné où on était dans une période de croissance assez forte, puisque l'étude s'est arrêtée, grosso modo, pour des raisons d'homogénéité de base, à 2008. Si nous devions refaire aujourd'hui l'étude, je reste persuadé que les entreprises qui auraient su se réinventer dans, j'ai envie de dire, les marchés matures, sont celles qui ont été capables, et c'est souvent plus dur que d'inventer le concept initial, de se réinventer. Et si on parle toujours du même exemple souvent, c'est que la dite personne a inventé quelque chose d'exceptionnel il y a très longtemps, et chose incroyable, elle a su la réinventer de façon tout aussi exceptionnelle de nombreuses années après. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette slide, simplement pour toujours souligner l'aspect du Customer Impact, qui doit venir véritablement irriguer l'ensemble des éléments d'une société. Si je prends l'exemple de LVMH, c'est quelque chose qui est essentiel dans l'intégralité des composantes de cette société. Vraiment, ils ont la capacité à comprendre, à saisir, pas uniquement là sur une ou deux personnes, mais justement à faire en sorte que tout l'ensemble et les différentes strates soient au service de cette dimension et de cette compétence. Si l'on vient sur la synthèse, avant de pouvoir échanger sur éventuellement des cas plus concrets, et quels sont les enseignements que l'on peut ressortir de l'étude, on a ressorti 4 éléments. Je propose de venir sur les 2 premiers et tu termineras sur les 2 derniers. J'ai envie de dire, c'est un peu comme dans le domaine du sport. Dans le domaine du sport, vous apercevez que quand vous allez vers la haute performance, il faut des équipes d'élite, que ce soit dans le basket, que ce soit dans le football. On sait très bien que la différence, elle est menée par des talents assez exceptionnels, que ces clubs sportifs s'arrachent. La haute compétition, elle est là, et on s'aperçoit aujourd'hui que malheureusement, nous sommes dans un contexte économique où cette surperformance est absolument nécessaire. Surtout d'ailleurs, lorsque l'on se situe en Europe, où il y a un certain nombre de contraintes liées à notre zone européenne, qui ne nous permet pas d'avoir les mêmes atouts qu'aujourd'hui les pays d'Asie ou éventuellement les pays d'Amérique latine. Maintenant, on est en train de dire que tout compte fait, les personnes qui sont capables de pouvoir tirer sont relativement peu nombreuses. Mais ce qui est important pour toute organisation, toute société, c'est de savoir comment les faire émerger. Et la tentation qui est de dire, voilà, je vais avoir une base de talent de 5-10 qui va être très réduite, nous considérons que c'est notoirement insuffisant. Car dans le parcours professionnel de ces personnes, il y aura beaucoup de chutes. Et donc il est important que les entreprises puissent avoir en leur sein, surtout bien évidemment pour les sociétés globales, et c'est leur force aujourd'hui. Globalement, si on prend d'autres sociétés de type Procter & Gamble, elles ont été dans l'excellence parce que dès le départ, elles ont su faire preuve d'excellence dans la façon dont elles retenaient les talents, et souvent d'ailleurs des jeunes diplômés, puisque c'est un groupe qui recrute d'ailleurs relativement peu à l'extérieur. Donc la question n'est pas de dire qu'il faut aller à l'extérieur ou à l'interne, mais c'est d'avoir cette préoccupation constante d'avoir un vivier de grands talents. Un certain nombre de sociétés pour lesquelles nous travaillons nous demandent de faire des mappings au plan mondial pour savoir quels sont les meilleurs talents qui existent en Amérique du Nord, en Asie, sans avoir de besoin précis. Mais pour eux, ça devient une information capitale pour savoir comment attraper ces talents. Et parfois, très honnêtement, ça leur prend 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils les suivent malheureusement souvent sans notre aide, mais ils peuvent en tout cas avoir cette attention et ils ont le mapping clairement de leurs talents au plan mondial. Donc,
il est nécessaire d'avoir cette base assez large. Je te laisse conclure sur les 2 derniers. Alors, sur les 2 derniers, donc, reprennent les dernières analyses qu'on a vues tout à l'heure et prennent un peu de recul par rapport à ça. Et là, vont assez loin, finalement, en opposition à ce qui est parfois un sentiment. On se dit le talent finalement s'adapte, et quand on a du talent, on doit pouvoir, grâce à ça, s'adapter à n'importe quelle stratégie. Ça, le message venu de l'analyse, la décomposition qu'on a vu tout à l'heure, c'est non, une stratégie donnée, un type de compétences le plus en besoin. On l'a segmenté par la base de données entre le côté organique et M&A, mais je suis d'accord, c'est plus que ça, il y a un côté plus dans la continuité, il y a un côté plus en rupture. Je pense que le M&A est effectivement représentatif d'une démarche de rupture, mais qui peut se faire sous d'autres formes que le M&A. Et à la fin, effectivement, suivant là où est l'entreprise, elle a besoin de compétences différentes. Et c'est là tout le challenge, c'est qu'on se prépare en amont avec un environnement qui change et des besoins qui peuvent être différents. Donc il faut être capable de développer des profils en ne sachant pas forcément aujourd'hui dans quel environnement ils seront amenés plus tard à exceller. Le dernier point, Grégory, dès l'introduction, parlait des spiky leaders. Je pense que ça fait un petit moment qu'on entend les gens dire il faut construire sur les forces. Mais souvent, en réalité, ça s'accompagne d'un discours qui est il faut aussi construire sur les faiblesses, comme l'évoquait Raymond, notamment dans le contexte français, dans l'état d'esprit français. Donc un petit côté, en fait, il faut être bon partout. Et puis, on ne va pas forcément pousser les gens à être exceptionnels non plus, parce que c'est déjà suffisamment dur de s'améliorer sur la faiblesse. Et là, on est en train de dire, assumons le côté construisons sur les forces, assumons le fait qu'effectivement, on veut pousser des gens qui ont des spies, qui sont extrêmement forts sur certaines dimensions. Et encore une fois, lié au point précédent, ça va poser des questions dans certains moments, dans certains environnements. Est-ce qu'ils vont être à l'aise? Est-ce qu'ils vont bien utiliser au mieux leur profil? C'est un vrai challenge. C'est un challenge pour la fonction RH qui va développer les gens, au-delà d'identification, après leur trouver des opportunités. C'est un challenge de management aussi pour un manager qui doit se dire, est-ce que je suis prêt à avoir autour de moi des gens qui ont des profils différents de moi, différents des gens à côté d'eux, dont j'aurai plus ou moins besoin suivant les moments, qui seront peut-être à un moment lassés d'être justement dans un environnement où à un moment donné, à un instant T, ils ne se sentiront pas parfaitement utilisés, ils ne se sentiront pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Est-ce que je les laisse partir et je me dis, voilà, ce n'était pas les bons profils? Est-ce que je me dis non, je les garde auprès de moi parce que je veux bénéficier au mieux de leurs différences et de leurs profils? C'est plus compliqué d'avoir les spiky leaders autour de la table que d'avoir des gens qui sont un peu bien partout. Il faut réussir à gérer leur profil très spécifique. Et là, on est vraiment dans une capacité d'alignement et de dynamique d'équipe managériale qui est un vrai challenge. Donc, d'un côté, ce sont des retours qu'on a là qui sont, j'ai envie de dire, qui font plaisir, qui sont rassurants, parce qu'on aurait eu zéro corrélation avec les talents, on aurait arrêté là, dès la première page, on aurait dit, finalement, tout ça, c'était pour rien. Non, la corrélation est là, le talent est utile, le talent est important, mais en même temps, ça ouvre beaucoup de challenges dans sa gestion, dans son développement, dans son intégration au management de l'entreprise. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont liés au métier de l'analyse financière pour la gestion de portefeuille, entre ce que allait faire un analyste financier et si l'on lançait quelques flèches au hasard, on n'avait pas vu éventuellement d'amélioration très nette. Bon, je pense que bien évidemment chaque métier a ses compétences et qu'au-delà de cela, je crois que oui, le talent est quelque chose qui paye, qu'il faut mettre en avant et qui se construit. Ce n'est pas un talent inné, c'est un parcours que l'on bâtit et que l'entreprise doit offrir à ses talents. Il y a des sociétés qui sont très connues en France pour gérer la montée en puissance de leurs dirigeants très longtemps à l'avance. Vous prenez des Lafarge, vous prenez des Air Liquide, je vais prendre BNP Paribas. Si vous prenez un Jean-Laurent Bonnafé, il a eu un parcours depuis de nombreuses années. Et tant mieux, ils ont réussi à trouver un dirigeant tout à fait remarquable. Si l'on pouvait faire une critique simplement vis-à-vis de cette grande institution, il n'y en avait pas 3 ou 4 dans la maison. Il y en avait un. Il lui est arrivé un accident. Je peux vous assurer qu'il est dans une situation extrêmement compliquée. Tous les grands groupes se doivent d'avoir à un moment donné, sur différents échelons, plusieurs possibilités. Et donc, c'est le travail des équipes ressources humaines, mais c'est aussi le travail des managers d'avoir la capacité de faire monter ces personnes. Merci pour votre écoute. Je voulais juste rappeler quelque chose d'important. Un peu plus d'une quarantaine de sociétés ont été benchmarkées.
c'est pas seulement les top leaders, c'est les niveaux N-1, N-3. On est sur plus de 5000 personnes qui ont été auditées, donc on est sur un gros volume. Puis ce que j'avais trouvé particulièrement sympa, c'est que pour des grands cabinets de stratégie reconnus, etc., une des conclusions de l'étude, c'est aller chercher aussi les hors normes, aller chercher les personnes qui ne sont pas forcément dans les spikes classiques. Donc je trouvais qu'il y avait un petit côté vraiment sympa, et je vous invite à lire l'étude qui est disponible chez Mac et chez Gonzedner, puisque elle est encore plus croustillante que le sujet. Voilà. Et puis je vous propose qu'on en discute après. On ouvre le débat. Merci à vous, merci aux invités.